Bonsoir à tous. Donc, Axel Tréhin, je suis vice-présidente à la transition écologique, à la prévention des risques à la communauté de Touraine-Est-Vallée. Je remercie tout d'abord l'association La Petite Brosse et sa présidente Cécilia Denis, et le Rubixco et le service environnement de Touraine-Est-Vallée pour l'organisation de cette conférence qui a connu quelques rebondissements en raison du contexte sanitaire. Je voulais vous rappeler que la communauté de communes est donc coordinatrice de la transition énergétique sur son territoire. Elle s'est dotée d'un plan climat, air, énergie territoriale qui a été validé fin 2019. Et ce plan s'appuie notamment sur une mobilisation des acteurs locaux pour mettre en mouvement cette transition. Donc l'association La Petite Brosse en fait partie, bien sûr, et le Rubixco, tiers-lieu qui a été créé récemment par notre comité de communes, qui a pour objectif premier, bien sûr, de dynamiser notre tissu socio-économique, a aussi vocation à proposer des temps forts tout public. Donc, cette conférence s'inscrit dans ce partenariat qui est intitulé, qui fait partie de conférences qui seront proposées, intitulées « Des conférences climat, comprendre pour agir ». Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, donc l'inconvénient du confinement est là, et donc la conférence a lieu en visio, mais elle permet, ce format permet également peut-être à plus de personnes d'y assister. Je vais vous présenter rapidement Sylvain Pinsbourg, que je remercie. Il est chargé de recherche au CNRS depuis 2009. Il est basé à l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte à l'Université de Tours, et il est spécialisé sur l'écologie thermique des insectes et autres bestioles, comme cela m'a été transmis, avec en particulier des projets sur la réponse des insectes au changement climatique. Donc, il pourra nous apporter des précisions sur ce point. Voilà, j'en ai terminé pour mon introduction. Bonne conférence à tous. Cécilia Denis, coprésidente de l'association La Petite Brosse avec Xavier Fiorelli. Merci à tous de vous être libérés pour nous suivre sur Zoom ce soir. Pour nous, c'est une grande première ce soir, la première conférence du cycle Comprendre pour agir. Nous remercions très chaleureusement Soufiane et Anne-Sophie du Rubixco, également la communauté de communes et notamment Axel Tréhin et Mathieu Gauthier. J'en profite pour faire une petite introduction sur l'association La Petite Brosse. Nous ne sommes pas des experts, simplement nous savons que nos modes de vie favorisent la destruction des ressources naturelles et que la surconsommation et la mondialisation ont des conséquences sociales et environnementales parfois difficiles à mesurer. Du coup, le but de ces conférences est justement d'aider à la compréhension des enjeux environnementaux. Nous voulons informer, favoriser le débat et inciter aux actions à notre échelle sur le territoire de la ville et de la communauté de communes. Dans l'association, nous avons deux volets, un volet partage de connaissances, comme aujourd'hui, les conférences, et également un volet plus pratique avec des animations grand public, avec deux maîtres mots qui sont la convivialité et la bienveillance. Ces conférences font partie des 6 pôles d'activité de notre association, avec la diminution des déchets, notamment le compostage, éviter le gaspillage alimentaire, la diminution de l'usage du plastique, également la mobilité douce en faisant la promotion du vélo comme trajet pour les trajets quotidiens, également sur l'alimentation durable, saine, locale, de saison et accessible à tous, des animations pour les enfants, à la fois dans les écoles et en petits groupes, et puis également le jardin partagé, puisque l'association a commencé par le jardin partagé, créé à l'initiative de la mairie de Montlouis en 2018, dans le quartier des Brossereaux. Notre slogan, La Petite Brosse décape les habitudes pour prendre soin de l'environnement. L'idée, c'est de redevenir éco-responsable. Axel Tréhin a présenté Sylvain Pinsbourg, donc je ne le refais pas, et je le remercie très chaleureusement de nous faire cette première conférence ce soir. Pour l'organisation de cette conférence, comme il a été spécifié, c'était un peu le parcours du combattant. Ça fait depuis le printemps dernier, le premier confinement. Cette conférence est prévue et a été repoussée donc, plusieurs fois. Et donc là, en mode visio, effectivement, ça peut permettre au plus grand nombre de pouvoir participer dans de bonnes conditions, suivant les connexions Internet. Donc j'espère que ça va bien se passer. Donc, je suis Sylvain Pinsbourg, comme il a été dit précédemment, donc je suis chargé de recherche au CNRS et je travaille à l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte. C'est un laboratoire de l'Université de Tours et du CNRS
qui se trouve au parc Grandmont à Tours. Et mes études se focalisent principalement sur la relation des insectes à la température, des relations plantes-insectes de façon générale. Et donc forcément, lorsqu'on parle de température, on voit tout de suite un côté appliqué qui est l'aspect de la réponse aux changements globaux et aux changements climatiques et au réchauffement. Donc, de temps à autre, eh bien, je me retrouve effectivement à faire ces petites conférences assez courtes. Alors, l'idée n'est pas de donner un catalogue des effets du changement climatique sur la biodiversité. Le catalogue, il est beaucoup trop long, malheureusement, d'ailleurs. Mais plutôt, là, l'idée, c'est d'apporter des éléments de réflexion pour que chacun puisse aussi se faire son opinion, son avis, sur ce qui est en jeu dans cet impact du changement climatique sur la biodiversité. Donc là, la construction, elle est que la présentation est découpée en deux parties. Une première partie que je vais focaliser sur le changement climatique et une deuxième partie après qui arrivera après la première session de questions qui sera vraiment focalisée sur la réponse de la biodiversité au changement climatique. Donc, quand on parle de changement climatique, dans un premier temps, le premier graphique, quelque part, le premier jeu de données qu'on doit montrer de prime abord, c'est cette courbe-là. Alors, faites pas attention aux légendes, etc. C'est un peu du bruit de fond, quelque part, mais c'est le graphique officiel qui nous est renvoyé par le GIEC. Les experts donc, internationaux sur le changement climatique et qui nous montre l'évolution. Alors, je suis à la courbe avec mon pointeur laser qui vous montre l'évolution de la température moyenne au fil des années, depuis la fin des années 1800, début 1900, jusqu'à notre époque, au jour d'aujourd'hui, 2020, et qui nous montre cette évolution de la moyenne de température et surtout de l'anomalie de la température moyenne globale, et quand je dis globale, c'est à l'échelle de la planète entière, qui, comme on le voit ici, grimpe en flèche à partir des années 70-80 et qui explose littéralement après jusqu'à nos jours. Donc évidemment, là, c'est une vision très, très globale des choses à l'échelle de la planète entière. Donc pour nous, notre cerveau, évidemment, notre cerveau d'humain, c'est très difficile alors, on me dit que le son n'est pas terrible. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe la vidéo et je rapproche le micro de ma bouche. Le micro qui est dans la caméra. Donc, il vaut mieux que je coupe la vidéo. On va espérer que ça aille mieux. Et évidemment, gardez à l'esprit de comment évolue une température moyenne à l'échelle d'une planète entière. Pour notre cerveau, c'est juste hors d'atteinte. Mais pourtant, cette évolution, elle est effectivement très, très rapide et on le voit sur ce graphe ici. Alors, attendez. On le voit sur le graphe ici. C'est une évolution qui est assez unique dans l'histoire en tout cas récente de notre planète. Et on le voit ici sur ce graphe. Ici, le temps, il est non plus en nombre d'années, mais en milliers d'années. Donc là, on est vraiment à partir de la fin de la dernière ère glaciaire, il y a 12 milliers d'années. On voit en noir ici l'évolution de la température moyenne de la planète, enfin plutôt l'évolution de l'anomalie de la température moyenne de la planète. Donc l'anomalie, c'est le nombre de degrés en plus ou en moins par rapport à la période de référence qui a été définie entre les années 1960 et 1980. C'est le point fixe de la température dans le temps. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit que cette anomalie a même plutôt tendance en fait à diminuer très légèrement au fil des milliers d'années. Mais vous voyez, 2016 est pointé ici. En fait, la montée de température est maintenant tellement rapide qu'on ne peut même plus la représenter sur ce graphe historique, entre guillemets. Et ça, donc, cette montée en température assez importante de la valeur moyenne de la planète, c'est vraiment quelque chose d'assez unique dans l'histoire récente de notre Terre. Alors évidemment, la température moyenne de la planète, comme je le disais, on a du mal quand même à se la visualiser, à l'interpréter, nous, à notre échelle d'hommes, d'individus. D'autant plus que ce changement climatique, cette anomalie de température,
elle présente une variation à l'échelle de la région, à l'échelle de la localité géographique. Et cette amplitude de changement climatique n'est pas du tout la même partout. C'est un peu ce qui est illustré sur cette carte ici, qui vous rend compte, par un jeu de couleurs, qui vous rend compte de l'amplitude de cette anomalie de température. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, l'hémisphère nord tend à avoir une anomalie de température plus importante que l'hémisphère sud. On voit aussi que les terres, globalement, se réchauffent de façon plus importante que les océans. Ce n'est pas forcément le cas pour l'océan Atlantique. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que l'amplitude du réchauffement, elle tend à être beaucoup plus importante lorsqu'on se dirige vers les pôles. Et ça, c'est plutôt une très mauvaise nouvelle pour les glaces, toute l'eau emprisonnée par les glaces sur la planète, évidemment. On voit ensuite des zones désertiques, mais aussi la partie amazonienne de l'Amérique du Sud qui présente aussi une anomalie assez importante. Et là, on y voit aussi, pour l'Amazonie en tout cas, la parenthèse, c'est qu'on y voit là un impact aussi de la déforestation. Alors, il y a une preuve qui est irréfutable quand même de ce changement climatique. Alors, s'il fallait encore apporter des preuves aujourd'hui, mais cette preuve, on l'a sous nos yeux, hein, et on le voit simplement en regardant l'évolution de notre tenue vestimentaire, notamment des sous-vêtements que l'on va étendre sur le séchoir. C'est la petite blague. Mis à part de ça, il y a une chose qui est importante lorsqu'on va traiter du changement climatique, c'est que c'est notre perception à nous, l'individu, qui vient vraiment moduler la façon dont on va interpréter ce changement climatique. Et notamment, eh bien, alors je vois qu'il y a des... Ok, je vérifie juste que ma connexion est toujours correcte. Ce qui est important à bien dissocier, c'est la météo du climat. Et météo et climat, ce n'est pas du tout la même chose. Et la météo, c'est pourtant effectivement ce qu'on va percevoir le mieux à notre échelle. Et la météo, c'est quoi? C'est tout simplement ce que Evelyne Delia, invitée spéciale ce soir pour la conférence, vient nous indiquer tous les soirs à travers de son bulletin météo. Donc, c'est les températures qu'on va avoir chaque journée, qu'on va avoir demain et après-demain, et les tendances à 10 jours au maximum. À l'inverse, le climat, c'est une notion qui se déroule sur des périodes de temps beaucoup plus longues, sur plusieurs décennies au moins. Et c'est vraiment ces moyennes de température à ces longues échelles de temps qui permettent de définir, par exemple, les zones climatiques ou les régions bioclimatiques. La plupart d'entre vous doivent peut-être se rappeler de ce qu'on voit un peu au collège, hein, en cours de bio. C'est que la France a cette chance unique quasiment dans le monde d'avoir de nombreux climats différents sur son territoire, avec le climat océanique, le climat continental, le climat méditerranéen, montagnard, etc., etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se définit en regardant les tendances de température sur le moyen, sur le long terme. Et cette perception qu'on va avoir, nous, à notre échelle de ce changement climatique, évidemment, elle va être gênée par ces événements météorologiques. Une vague de chaleur pendant l'été n'implique pas forcément que la moyenne générale va augmenter fortement, n'implique pas forcément un lien direct avec le changement climatique, pas dans un premier temps. Les climatologues, en tout cas, prennent le temps avant d'affirmer qu'un événement climatique extrême est forcément lié au changement climatique. Et un autre problème dans notre perception, à notre échelle, c'est que, là, dans le cas de la France, parce que nous sommes en France, mais la France, hein, ça correspond à 0,1% de la surface du globe. Donc là, notre perception, même si déjà on était capable de percevoir tout ce qui se passait à l'échelle de la France entière, évidemment, est complètement biaisée par rapport à cette faible représentativité. Alors, il y a un outil qui en tout cas, moi, à mon sens, est très utile, j'ai trouvé très utile et qui a été développé par Météo France, c'est Climat HD. Je ne sais pas si certains d'entre vous se sont amusés à aller sur cet outil. Bon, c'est vraiment un outil qui a été développé par Météo France en lien avec des climatologues, en faisant tourner des gros modèles climatologiques qui permettent justement de vérifier, de comparer les données de ces modèles avec l'histoire récente climatologique
et de pouvoir, afin de valider ces modèles, et de pouvoir utiliser ces modèles pour prédire un peu le futur. La grosse puissance, je dirais, la force de ces modèles, c'est qu'ils sont dits mécanistiques, c'est-à-dire qu'ils se basent sur des processus physiques, des lois physiques qui sont immuables, d'échange de chaleur, de transfert de chaleur, comment les océans et les courants océaniques véhiculent de l'énergie et de la chaleur au travers de la planète, comment les couches atmosphériques également modulent ces transferts de chaleur, comment le CO2 capture, empêche les radiations solaires de sortir de l'atmosphère. Tout ça est inclus sous forme de mécanismes dans ces modèles. C'est ce qui fait la force de cette approche de modélisation. Donc, pour revenir à cet outil de Météo France, alors, ils ont changé en cours de route. Hein, cet outil existe depuis plus de 10 ans maintenant. Ils ont changé de la version de cet outil il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Et bon, la version actuelle, je trouve graphiquement est moins attrayante que ce que je vais vous montrer un peu plus tard. Mais en tout cas, en allant sur cet outil, vous pouvez ressortir des tendances de température correspondant à la région que vous souhaitez. Alors, la région, ça peut commencer tout simplement par la France, dans le pays entier. Et vous pouvez ressortir ce type de graphique, par exemple, qui présente la température moyenne annuelle et son écart à l'échelle de la France par rapport à cette période de référence que je vous ai expliqué était équivalente à la température moyenne fixée entre 1960 et 1990. Et ce qu'on voit, c'est que à partir de 1900 et jusque début des années 80, on voit effectivement de la fluctuation d'une année sur l'autre. L'anomalie de température peut être positive, d'un coup négative. Ça, c'est la variabilité interannuelle. C'est ce qu'on appelle la variabilité interannuelle. Et le gros changement, il se déroule au début des années 80, où on voit là la température, l'anomalie moyenne augmenter en flèche, et on ne voit plus cette variabilité qui nous fait descendre dans des valeurs négatives par rapport à cet écart, et on reste vraiment dans des valeurs positives et qui sont de plus en plus fortes, avec notamment 2018, je crois, la dernière bande, une anomalie sur la moyenne générale de l'année de 2 degrés par rapport à cette période de référence. On peut aller plus loin dans les échelles. On parle de perception, hein, donc j'essaye d'aller un peu plus loin dans les échelles. Et avec cet outil Climat HD de Météo France, on peut aussi ressortir des données de température sur une localité, donc une ville par exemple. Ça peut être la région centre, ça peut être la ville de Tours. Ici, donc, je vous ai ressorti le graphique correspondant à la ville de Tours, où on voit un pattern assez similaire à ce que je vous ai montré précédemment. Alors, ça commence à 1960, je ne sais plus pourquoi. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à partir du milieu des années 80, pareil, l'anomalie s'envole et on atteint des valeurs de plus de degrés par rapport à la valeur de référence. Ça veut dire que le climat en moyenne sur Tours, en moyenne sur l'année, est plus chaud de 2 degrés par rapport à la période de référence. Ça, c'était donc pour la valeur moyenne sur l'année. Donc là, pareil, une moyenne sur l'année, c'est assez compliqué à interpréter lorsqu'on vit dans des régions avec des saisons assez marquées, ce qui est le cas quasiment sur toute la France. Donc là, je vous ai ressorti un graphique qui vous montre l'évolution des températures maximales durant l'été pour la ville de Tours. Et là, on voit qu'on a une tendance qui suit un petit peu globalement ce qu'on a vu précédemment, donc avec un changement de tendance dans les années 80, où on tombe sur des anomalies qui sont presque tout le temps positives. Mais ce qu'on voit là, surtout pour ces températures maximales estivales, c'est que l'anomalie, qui était de pas plus de 2 degrés en moyenne sur l'année jusqu'à présent, on voit que l'anomalie durant l'été peut monter jusqu'à des plus 4 degrés, plus 3 degrés récemment, où on enchaîne là des mauvaises années, entre guillemets, en termes de valeur maximale durant l'été. Donc, on voit que cette anomalie de température, elle va dépendre du territoire, elle va dépendre aussi de la période qu'on va regarder, de la saison. On pourrait éventuellement aller plus loin en montrant les anomalies de température durant la journée en comparaison de température durant la nuit. Et là, on verrait également des différences assez notables.
Donc, je crois que j'arrive au premier petit sondage. Du coup, maintenant, la question, donc, c'est par rapport à ce qui va suivre maintenant dans la présentation, c'est à votre avis, à quel point l'été 2068, et je vous expliquerai après pourquoi 2068, à quel point cet été 2068, donc dans le futur, hein, c'est dans 50 ans, sera plus chaud qu'au jour d'aujourd'hui en région centre, donc pour la région centre. Est-ce qu'à votre avis, l'été 68 sera tout aussi chaud qu'au jour d'aujourd'hui, globalement? Est-ce qu'on aura une anomalie au-dessus de 1,5 degré? Est-ce que ce sera plus chaud de 3 degrés? Est-ce que ce sera plus chaud de 6 degrés? Ou bien est-ce que ce sera plus chaud de 9 degrés? En gros, est-ce qu'on aura droit à une cuisson saignante à point, bien cuit ou bien grillé dessus-dessous? Donc, vous êtes en majorité, vous avez ça sous les yeux, le résultat normalement. En majorité, donc, vous pensez que l'été 68 sera plus chaud d'environ 3 degrés par rapport à ce qu'on a actuellement. Vous êtes une petite minorité, une petite partie à penser que ce sera plus chaud de 6 degrés. Il y a 2 personnes donc, qui étaient plus optimistes avec une augmentation de 1,5 degré et 2 personnes très pessimistes pour une augmentation de 9 degrés. Alors, je vais vous montrer. Je ferme. Hop, voilà. Et effectivement, c'est ces 2 personnes très pessimistes qui ont eu la bonne réponse. Vous avez ici une cartographie donc sortie par le système de Météo France, mais maintenant leur système ne rend plus des cartes comme ça, et ça, je trouve ça bien dommage. Et là, ce que je vous ai sorti, c'est que j'ai essayé de viser, de trouver les années où on estimait un réchauffement de plus forte amplitude, et c'est tombé sur 2068. Justement, parce que les modèles Météo France maintenant intègrent cette variabilité d'une année sur l'autre. Et là, vous avez la cartographie à l'échelle de la France des anomalies de température maximale pour l'été, pour la saison estivale, sur chacune des localités. On voit effectivement, vous avez la région centre ici, et on voit que sur l'ensemble de la région centre, on a même des anomalies donc plus chauds de 9 et jusqu'à 10 degrés même par rapport aux étés que l'on connaît au jour d'aujourd'hui. Donc, inutile de vous dire que là, ce sera bien grillé dessus-dessous. Il ne faut pas non plus être complètement pessimiste parce que là, j'ai visé quand même l'année record du siècle probablement à ce niveau-là, qui était l'année 2068. Mais les autres années, vous voyez que les modèles climatologiques prédisent des réchauffements avec une anomalie de plus 4 degrés, grosso modo, au maximum, avec du plus 5, plus 6 peut-être, de façon générale. Ça, c'est pour la moyenne sur l'ensemble du territoire. Évidemment, d'une région à une autre, on le voit ici, ça varie fortement. Vous voyez que le sud de la France n'est pas forcément la partie de la France qui présente les anomalies les plus élevées. Autour de Marseille, ce sera du plus 5, plus 6 degrés pour l'été en 2068. Les maximums, c'est vraiment sur cette diagonale ici qui correspond au climat un peu continental dégradé, océanique, qui est influencé par la partie océanique littorale. On a ces plus 10 degrés. Vous voyez ici, alors ça, malheureusement, c'est un classement que Météo France ne propose plus. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais suivant ce que vous recherchez comme conditions, comme année, etc., vous avez un classement des régions. Alors, les anciennes régions du territoire français en fonction de cette amplitude de réchauffement. Et on voit que la région centre est le numéro 2 pour 2068. Voilà, et un dernier aspect aussi sur comment est-ce qu'on perçoit un peu le changement climatique et un aspect qui peut biaiser de façon importante, mais cette fois dans l'autre sens, notre perception du changement climatique, c'est ce phénomène d'îlot urbain, d'îlot de chaleur urbaine. Ça, je pense que chacun l'a en tête, c'est que les zones urbaines ont cette capacité de capter une grande partie du rayonnement de l'énergie solaire durant la journée et la libère au fur et à mesure durant la période nocturne, ce qui provoque un îlot de chaleur et un réchauffement, une augmentation de la température au niveau de ces zones urbaines.
Là, c'est vraiment un graphique très schématique pour vous illustrer un peu ce gradient. On voit qu'en plein centre-ville, on va avoir des températures de 3 à 4 degrés au-dessus de la température de l'air qui pourrait être mesurée dans les campagnes en périphérie de ces villes. Et ça, pour la grande partie de la population qui vit dans ces villes, forcément, ça implique une perception du changement climatique assez différente, où on va percevoir des extrêmes de température beaucoup plus facilement que la population qui vit plutôt dans les région en campagne. Voilà, donc je suis arrivé au bout de cette première partie. J'ai tenu dans les 20 minutes. Donc, si vous voulez maintenant passer à cette première étape de questions et de débat, si vous le souhaitez, sur cette partie, donc changement climatique. Donc, après, nous passerons sur cette seconde partie, impact sur la biodiversité. Alors Sylvain, on a déjà une première question d'Hervé et je ne sais pas si tout le monde a compris, donc le système de questions se fait par la discussion, par le chat. Et donc Hervé nous a écrit la première question: comment évoluent les prédictions globales sur le climat mondial? Sont-elles de pire en pire ou conformes aux calculs des années précédentes? Oui, alors ces prédictions, elles s'affinent année après année parce que les climatologues ont une compréhension toujours meilleure de comment marche notre climat planétaire. Alors la réponse elle tient en deux éléments. La première, c'est que on a effectivement maintenant des modèles qui prédisent assez bien notre passé récent, donc l'amplitude du changement climatique de ces 20 dernières années, ce qui sous-entend que les modèles marchent bien, on les connaît assez, ils renvoient des choses correctes. Et le deuxième point, et lui est plus malheureux, c'est qu'effectivement, plus les modèles sont validés et affinés, plus ils nous prédisent des évolutions de température toujours plus à la hausse. Et la toute dernière évolution, rapidement, donc toute la dernière évolution de ces modèles, ça a été d'intégrer la vitesse de fonte des glaces au niveau des pôles, ce qui tend à contribuer à accélérer encore plus l'amplitude de réchauffement mondial. Mais évidemment, ce réchauffement, encore une fois, il est assez hétérogène sur l'ensemble du globe. Et là où on avait les erreurs les plus importantes dans nos prédictions du réchauffement, c'était au niveau des pôles, justement. Et il s'avère que le réchauffement est bien plus rapide au niveau de ces pôles que ce qu'on prédisait il y a encore 10 ans. Sylvain, nous avons une deuxième question de la part de Mathieu Gauthier. Est-il possible que le changement climatique global nous fasse changer de type de climat localement en France? Et je rajouterai dans le 37. Oui, bah c'est tout à fait possible. Alors, c'est ce qu'on voit maintenant assez fortement. Et tout de suite, là, j'ai l'image de l'économie liée au vin en tête, où on prédit que dans le Val-de-Loire, on pourra bientôt avoir les mêmes vignes que le Bordelais. Et c'est pas faux, effectivement. Après, il y a quelque chose d'important à garder à l'esprit, c'est que le changement climatique a une amplitude assez différente suivant les saisons. Et pour le 37, tout va dépendre de comment l'hiver va évoluer par rapport à l'été. Est-ce que les deux vont évoluer de façon concomitante avec une même amplitude de réchauffement, grosso modo, et donc on aura toujours les mêmes écarts saisonniers, ou est-ce qu'au contraire, c'est l'hiver, et c'est ce qui tend en fait à transparaître, c'est que les hivers vont devenir de plus en plus doux et la température hivernale augmente plus vite que la température estivale. Même si on a une perception, encore une fois, biaisée par rapport aux vagues de chaleur qui sont très importantes en été. Mais les températures moyennes évoluent plus vite sur la saison hiver que la saison été. Donc, on tend à avoir une homogénéisation des températures sur l'ensemble de l'année. On garde toujours cette variabilité quand même, au point qu'il y a certaines régions, alors ça ne concerne pas le 37, mais certaines régions tempérées qui tendent vers un climat plutôt subtropical, dû à ces différences de variation. On a une autre question sur le chat de Madame Tréhin. Quelles solutions pouvons-nous proposer actuellement pour réduire l'impact des îlots de chaleur dans l'avenir?
Ouais, alors ça, c'est un gros champ de recherche qui est en pleine effervescence, en pleine excitation actuellement. Et même en région centre, d'ailleurs, il y a des projets qui sont en train de se monter, des projets de recherche qui sont en train de se monter pour vraiment interfacer des architectes, les sciences sociales et le domaine de recherche en écologie sur la biodiversité, pour justement trouver des solutions de comment est-ce qu'il faut designer les bâtiments, agencer les parcs, les espaces verts dans les villes, de sorte à atténuer le plus possible ces îlots de chaleur et à diminuer la température globalement au niveau de la ville, et notamment durant les vagues de chaleur, puisque c'est là où l'amplitude, la différence thermique entre ville et campagne est la plus forte, c'est durant ces vagues de chaleur. Donc, il y a des solutions qui existent et en fait, elles sont déjà, on les connaît tous, on les connaît principalement tous. Hein, c'est les toitures végétalisées qui permettent d'atténuer l'absorption des radiations solaires par les structures urbaines. La végétation également permet de conserver une certaine humidité, ce qui permet une certaine fraîcheur. Une autre solution, c'est de planter des arbres dans les villes, mais pas des arbres isolés. L'arbre isolé, c'est un arbre qui est en plein stress dans un milieu urbain et qui ne sert plus à rien, qui ne joue plus son rôle de buffer, comme on dit en français, pour venir gommer les extrêmes thermiques. Donc, il faut des arbres en groupe, un peu comme une forêt, quelque part. C'est vraiment la forêt qui joue un rôle de gomme des extrêmes climatiques et pas l'arbre isolé. Donc, il y a des solutions qui existent, qui sont à l'étude. Et là, les architectes, ouais, ils sont en pleine effervescence sur ces aspects-là. Donc, ça peut aller très vite maintenant à ce niveau-là. Enfin, très vite. Après, il faut que les travaux se fassent, quoi. D'autres questions? Alors, en attendant une autre question, Sylvain, peux-tu nous dire ce que tu as voulu faire passer comme message en mettant l'image que tu as mis pour illustrer, enfin, pour lancer cette première partie de questions-débat? Oui, bah, c'est tout simplement l'image que j'avais au tout début. Hein. C'est une image qui, moi, me plaît beaucoup, j'allais dire. C'est pas forcément un mot adapté, mais que je trouve très, très forte parce qu'elle montre bien à quel point l'animal et l'homme sont dans la même galère sur cette planète qui est en train de s'assécher et de surchauffer dans certaines régions. Et là, on voit sur cette image où l'homme et l'ours polaire, l'homme qui vient a priori d'Afrique et l'ours polaire, qui normalement ne devraient pas se rencontrer, ne devraient jamais se connaître, et qui pourtant là sont ensemble dans le même bateau, dans la même galère face à ce changement climatique. Donc je trouve que c'est une image assez forte et assez belle par rapport, entre guillemets, par rapport à cette notion-là. On a une autre question d'Hervé. La hausse des températures semble irréversible. Le mieux que l'on peut espérer est-il désormais de ne pas trop accélérer ce changement? Oui, alors il y a deux aspects. Donc l'aspect, la mauvaise nouvelle pour commencer, c'est que la planète, elle est grosse, elle est lourde. Donc il y a une inertie qui est quand même extrêmement importante et il y a des études qui ont montré que si au jour d'aujourd'hui, par miracle, on arrêtait de dégager la moindre molécule de CO2 dans l'atmosphère, de par nos activités, nous à l'homme, la planète continuera à se réchauffer pendant environ 40-50 ans. Donc vous voyez qu'il y a une inertie qui est très très forte, qui est due à cette masse des océans qui est importante, due à une dynamique qui est enclenchée et qui va mettre un certain temps à s'arrêter. Et ensuite, pour inverser, bon, bah, évidemment, il va falloir patienter le temps de cet effet de l'inertie, mais pour inverser, là, j'ai envie de dire, le problème majeur étant le CO2 rejeté par les activités humaines dans l'atmosphère, et c'est vraiment ça le paramètre majeur dans toute cette histoire. Combiné à des aspects évidemment de déforestation, puisque l'arbre en forêt, c'est le principal acteur dans cette récupération du CO2 de l'atmosphère pour aller le planquer dans le sol et sous forme de matière organique. Donc si à la fois on rejette beaucoup de CO2 dans l'atmosphère et en même temps on détruit
le seul système qui permet de recapter ce CO2 dans l'atmosphère, évidemment, là, on a tout faux. Donc, il faudra à la fois être patient et puis à la fois diminuer très, très, très fortement les rejets de CO2 dans l'atmosphère par les activités humaines et puis arrêter la déforestation, évidemment. Après, c'est conflictuel, évidemment, avec le système économique qui est en place à l'échelle de la planète, mais on voit en France que le reboisement s'est mis en place, est en action. Donc, il y a beaucoup de pays pour lesquels c'est aussi mis en place. Donc voilà. Donc après, tout est histoire aussi d'inertie pour le côté humain, c'est-à-dire à quel point il va falloir du temps pour l'homme pour changer ses comportements et puis surtout changer son système économique, quoi. Là, on a encore 2 questions. Donc, une première question de Véronique Poupard qui nous dit « Et individuellement, on fait quoi? Quelles sont les priorités pour freiner le changement climatique ?» Et ensuite, on aura une deuxième question, ces travaux de Cécilia Denis, me semble-t-il. Ces travaux peuvent se faire sur des quartiers déjà construits, point d'interrogation, ou seulement pour les nouveaux quartiers? Je réponds à la deuxième avant. Pour ces aspects-là, moi, je ne suis pas architecte, donc ça, à ce niveau-là, j'en sais trop rien, mais je pense que c'est clair que des bâtiments déjà existants, j'ai l'impression que ça coûte plus cher de remettre sur pied des bâtiments existants dans des normes plus adaptées par rapport à tout ça, que de construire déjà des bâtiments tout neufs qui soient réfléchis en amont pour diminuer les lots de chaleur, par exemple. Mais il n'y a rien d'impossible. Après, je crois que tout est question de financement, j'ai l'impression, par rapport à ça. Après, à l'échelle individuelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, il faut qu'on raisonne tous sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on a la possibilité de faire, avec notre porte-monnaie aussi. Mais il y a des solutions qui existent qui n'impliquent pas forcément de se vider le compte en banque. Qui peut être aussi d'utiliser plus le vélo que la voiture, qui peut être on voit le gouvernement qui met en place beaucoup de solutions d'aide financière pour remettre à flot l'isolation dans les maisons, ce qui permet de diminuer aussi la consommation d'énergie et donc, à terme, permettra de diminuer la production d'énergie, qui est aussi un secteur qui produit du CO2. Donc voilà, après, on retombe sur ces débats, les emballages plastiques qui sont aussi producteurs, générateurs de CO2 dans leur cycle de production. Tout ce qui est issu de l'industrie, forcément, a déjà produit du CO2 avant même que vous utilisiez ces produits. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder aussi à l'esprit. L'industrie est le principal générateur de CO2. Enfin, c'est plus vrai, en fait, ce que je dis. Le principal générateur de CO2, c'est ce qu'on est là en train d'utiliser ce soir, c'est Internet maintenant. C'est acté depuis un an maintenant. Ça y est, le domaine de l'Internet dégage plus de CO2 que toute autre activité humaine. Donc, ça en dit long aussi sur comment on évolue dans notre société par rapport à tout ça. On va peut-être prendre une dernière question avant de relancer la deuxième partie de cette conférence. Donc, une question de Mme Tréhin. Les actions individuelles sont importantes en termes de prise de conscience, mais ce sont des changements de politique structurants qui permettront de réduire nos émissions et notre impact. Donc, c'est plutôt une réaction qu'une question. Est-ce que tu peux rebondir là-dessus, Sylvain? Difficilement, parce que oui, c'est vrai, il faut qu'il y ait une politique structurante qui vienne par le haut, entre guillemets. Ça, c'est sûr que ça aiderait énormément, ça c'est évident. Après, et à Montlouis-sur-Loire, on voit qu'il y a tout un groupe aussi dans la population qui s'est groupé ensemble et qui est au créneau maintenant pour faire remonter par le bas, entre guillemets, des solutions, des propositions pour aller dans ce sens-là. Et je crois que c'est assez convaincant et c'est assez motivant justement de voir que on peut aussi, sans avoir de cadre politique adapté, on peut influencer
ces décisions, ce qui est mis en place à travers des propositions qui émanent du peuple, entre guillemets, quoi. C'est compliqué après, hein, ça, on ne va pas se leurrer. Hein. Donc là, à l'heure actuelle, pas d'autres questions. On peut éventuellement reprendre la deuxième partie de la conférence. Donc cette deuxième partie est plutôt dédiée à la biodiversité. Donc les effets du changement climatique sur la biodiversité. Donc là, encore une fois, donc la liste des effets du changement climatique sur la biodiversité, elle est quand même assez longue. L'idée n'est pas du tout de vous envoyer un catalogue là maintenant, mais simplement, dans un premier temps, c'est de vous expliquer un petit peu quelles sont les grandes catégories d'effets qu'on retrouve dans les réponses des espèces au changement climatique. Le premier effet qui est notable, c'est l'impact du changement climatique sur la distribution géographique des espèces. Ça, c'est un point très important. Il y a beaucoup d'équipes de recherche dans le monde qui se focalisent sur cet aspect-là, où globalement, on voit les espèces tempérées qui remontent plus haut vers le nord et plus haut en altitude. On voit ça aussi bien chez les plantes que chez les animaux et chez les vertébrés, les invertébrés, etc. Et puis, la limite de distribution au sud, elle, par contre, ne montre pas forcément de grands changements, tout simplement parce que les espèces, en fait, au départ, ne remplissent pas au maximum par rapport à leur seuil de tolérance à la température, les espaces géographiques qu'ils pourraient occuper dans cette partie sud. Ça, c'est une autre question. Mais ces changements de distribution sont très importants et en particulier en ce qui concerne aussi les ravageurs de culture, on voit des évolutions dans leur distribution géographique qui sont très, très marquées. Une deuxième catégorie d'effets qui est assez radicale et immédiate, c'est tout simplement l'extinction d'espèces ou en tout cas de populations sur des étendues géographiques très larges. Là aussi, il y a des exemples. On va en parler après. Pardon. J'en parle maintenant. Et notamment, je pense que vous avez tous entendu dernièrement, ces derniers mois, voire ce titre qui est l'apocalypse chez les insectes, point d'interrogation, parce que à titre d'expert, je me dois quand même de dire que oui, il y a des effets qui sont très importants et globalement négatifs sur les populations d'insectes. Des effets, par exemple, le papillon monarque qu'on a tous en tête, bon, qui est principalement en Amérique du Nord. Hein. On a une chute dans l'abondance de ce papillon, donc le nombre d'individus, une chute de 90%, donc ce qui est vraiment monumental. Toute la faune d'insectes en Allemagne qui est en chute totale de 75%, là, ce 75% se réfère à la quantité de kilos, la masse d'insectes totale en Allemagne qui est en chute de 75%. Et de façon très globale, il y a eu des estimations qui donnent une diminution à l'échelle mondiale d'environ 45% sur ces populations d'insectes. Le petit espoir qui dernièrement est arrivé, ça a été de voir que pour les insectes aquatiques, ça ne suit pas forcément la même tendance, voire même dans certaines régions du globe, et notamment en Europe, on a des tendances relativement positives sur les insectes aquatiques, c'est-à-dire que les populations d'insectes aquatiques tendent à réaugmenter un petit peu durant ces 10-15 dernières années. Alors là, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il faut y voir un impact d'une évolution dans les changements de pratiques agricoles, par exemple, ou d'utilisation de pesticides, insecticides. Ça, ce n'est pas sûr du tout. On ne sait pas trop encore qu'est-ce qui est en jeu à ce niveau-là. Mais lié à ces chutes d'insectes, on retrouve aussi des chutes dans les passereaux, qui sont les prédateurs des insectes, ce qui pose beaucoup de questions aussi, puisque si les prédateurs s'effondrent, normalement, on devrait voir leur proie, c'est-à-dire les insectes, réaugmenter un petit peu, ce qui n'est pas du tout le cas, ce qui montre vraiment qu'il y a un effet qui vient de l'extérieur, qui n'est pas du tout lié à la présence de prédation. Et on voit que les passereaux, de façon générale, en Europe, sont en chute de 40 à 80% dans les abondances, le nombre d'individus. Après, comme je disais, il faut modérer un petit peu ces chiffres qui ont l'air un peu alarmants comme ça, puisque les mesures qui sont faites, les suivis qui sont réalisés se déroulent aussi sur des zones géographiques souvent assez précises. Il y a des trous dans
dans les zones géographiques qui sont suivies. Et principalement, il y a un biais dans le fait que sont principalement suivies les zones qui ne sont pas forcément des zones protégées, plutôt les zones donc autour des zones agricoles ou des choses comme ça, là où on s'attend forcément inévitablement à avoir l'effet le plus important sur les populations. Et c'est assez curieux justement que les zones protégées ne soient pas aussi impliquées dans ces jeux de données et dans ces analyses. Mais bon, globalement, il y a un effet quand même assez important et négatif sur ces populations d'insectes. Je reviens sur ces catégories d'effets. Un troisième effet, ça concerne les espèces invasives, où on voit que globalement, avec le changement climatique, enfin plutôt globalement, donc les espèces invasives viennent profiter un peu du réchauffement pour s'installer de façon plus durablement et se fixer plus facilement dans des nouvelles localités géographiques. Et ça, bon, on le voit ces dernières années, ces dernières 10-15 années, on voit de plus en plus d'insectes venant d'Asie, par exemple, et qui viennent envahir les territoires européens avec souvent des dégâts assez importants en termes de culture. C'est souvent les espèces invasives, on les remarque parce qu'elles font des dégâts dans les cultures, mais évidemment, il n'y a pas que des insectes ravageurs de culture qui envahissent le territoire européen. Je tiens à signaler aussi que l'inverse est vrai. Et en Asie, ils ont énormément de problèmes avec des envahisseurs qui proviennent d'Europe. Donc, ce n'est pas que l'Asie qui envahit l'Europe, si je puis me permettre. Ça va exactement dans les deux sens. Et d'un point de vue économique, je crois qu'eux ont même des problèmes bien plus importants que nous en Europe par rapport aux espèces invasives. Une quatrième catégorie d'effets, c'est le problème de synchronisation, et plutôt comment le changement climatique induit une désynchronisation au niveau des espèces et dans leur cycle, et comment, par exemple, j'évoquais juste avant l'impact sur les prédateurs, les oiseaux prédateurs d'insectes, où on peut voir des désynchronisations dans les saisons entre la proie et son prédateur. Et évidemment, une désynchronisation des deux va être assez favorable au prédateur, plutôt favorable à la proie. Et ça peut venir vraiment induire des déséquilibres assez importants dans les écosystèmes et induire aussi des extinctions pour certaines espèces. Mais est-ce que les effets sont toujours forcément négatifs? Alors, évidemment, il faut creuser la littérature scientifique pour arriver à détecter des études qui montrent des effets un tant soit peu positifs. Et celle que je préfère, c'est celle-là. Ça concerne les marmottes dans les Alpes, qui sont très, très mignonnes, qui sont toujours plus nombreuses avec le réchauffement. Entre parenthèses, l'amplitude du réchauffement tend à être beaucoup plus importante en altitude qu'au niveau de la mer, en tout cas dans les zones tempérées. Et ça profite à toutes ces espèces qui vivent en altitude et qui ont une stratégie d'hibernation, de diapause, d'hibernation durant l'hiver. Et avec le réchauffement, cette période d'hibernation est toujours plus courte et aussi toujours moins intense pour l'organisme, pour la physiologie de ces marmottes. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ces marmottes, elles ont beaucoup plus de temps durant l'année pour se goinfrer et au final, la végétation est toujours plus abondante, toujours grâce à ce réchauffement en altitude, ce qui fait qu'elles peuvent manger beaucoup plus et beaucoup plus longtemps et elles deviennent de plus en plus grasses et on parle d'obésité actuellement chez les marmottes. Donc là, le mécanisme en jeu, c'est vraiment l'impact du réchauffement sur l'allongement de cette période d'activité possible pour l'espèce. C'était une étude qui a été faite dans les Alpes en France. Un deuxième exemple, alors là, je vous montre vraiment des exemples que moi, je choisis, donc c'est complètement biaisé, ça, j'assume totalement cet aspect-là. C'est vraiment les exemples qui, moi, me semblent le plus illustratif, le plus impactant sur notre façon de réfléchir à ces différents effets. Un autre aspect donc, de ces conséquences du changement climatique sur la biodiversité, c'est qu'il faut garder à l'esprit que ces conséquences, elles peuvent être souvent assez indirectes. Et là, un très bon exemple, un très bon exemple par rapport à ça, c'est les populations de loups au Canada,
enfin à la frontière, là on est à la frontière entre le Canada et les États-Unis, donc avec l'actualité qu'on voit ces jours-ci, vous connaissez bien la géographie maintenant des États-Unis. Donc là, vous avez les grands lacs américains, les 3 grands lacs, à la frontière avec le Canada. Et il y a une île sur le lac supérieur qui est assez particulière, l'île Royale. Et c'est une île qui, durant l'hiver, normalement, si l'hiver est assez froid, est connectée à la partie continentale, si je puis dire, grâce à la formation de glace très épaisse qui se forme sur le lac. Le lac est complètement gelé, en fait, sur sa partie, en tout cas, canadienne. Je pense d'ailleurs sur toute sa partie totale, durant l'hiver, en temps normal. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une population de loups sur cette île royale. Et lorsque les hivers sont suffisamment froids pour créer ces ponts de glace, on a des échanges entre les loups qui vivent dans la partie continentale et les loups qui sont sur la partie de l'île royale. Et donc des échanges de gènes et des accouplements avec des femelles, par exemple, qui viennent du continent sur l'île, etc. Et malheureusement, avec le réchauffement, ce pont de glace se forme de moins en moins. Je vérifie quand même le chat si jamais il y a des problèmes de connexion. Le pont de glace se forme de moins en moins souvent. C'est ce qu'on voit sur ce graphe ici. Au fil des années, vous voyez les petits triangles bleus, ça indique les hivers où il y a eu ce pont de glace. Donc, dans les années 60, 70, c'était quand même très fréquent, voire avec des années, une dizaine d'années consécutives avec ce pont de glace qui se formait chaque année. Et puis, ça a commencé à devenir un peu plus éparpillé, enfin écarté, voilà, jusqu'à arriver au début des années 2000, où là, il y a eu quasiment une dizaine d'années sans pont de glace, un seul en 2008, et puis plus rien jusqu'en 2013. Après 2013, là, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Et ce qui se passe, c'est que ces longues périodes sans pont de glace ont complètement isolé la population de loups sur l'île Royale. Donc, il n'y a plus eu d'échange de population de loups entre l'île Royale et la partie continentale. Et on a eu des problèmes de consanguinité au sein de cette île, avec des malformations au niveau du système spinal qui apportent des mortalités assez importantes chez les loups. Et là, ce qu'on voit sur ce graphique ici notamment, c'est l'évolution ici du nombre de loups sur l'île Royale. Vous voyez qu'on a eu un pic assez important lorsque les ponts de glace se formaient de façon régulière. Et puis, on a une chute assez brutale du nombre de loups qui n'arrivent pas à remonter la pente due à l'absence de ce pont de glace. Et sur le même graphe, vous avez là le nombre d'élans, qui est la proie un peu favorite de ces loups, sur cette île royale. Et on voit aussi que le nombre d'élans a fortement diminué à partir du moment où le pont de glace n'arrivait plus à se former régulièrement. Donc une conséquence indirecte. Toujours indirecte, dans un chapitre d'extinction, là vous avez sous les yeux peut-être l'un des rares exemples d'une espèce qui a été découverte et puis dont la disparition a été reconnue par le même auteur, la même personne. Donc quelque chose qui s'est déroulé très très rapidement. C'est le crapaud doré au Costa Rica, qui a été officiellement découvert en 1966. Je dis officiellement parce qu'il devait être connu par les amateurs auparavant, mais sa découverte a été officialisée vraiment en 1966. Et le dernier individu de ce crapaud doré a été, lui, observé le 15 mai 1989, donc la date est très précise pour vous dire, et depuis n'a jamais été revu et considéré comme une espèce disparue. Donc, dans un premier temps, forcément, la première cause incriminée, c'était le changement climatique. Et puis, les chercheurs ont creusé un petit peu l'histoire pour s'apercevoir que c'était beaucoup plus complexe que ça. Et ont déterminé que ce crapaud doré, finalement, a été rayé de la carte, rayé de la Terre, dû à une combinaison d'un événement climatique important, El Niño, qui est vraiment un phénomène à très grande échelle de temps et d'espace, qui apporte des sécheresses sur cette partie centrale Amérique et puis Amérique du Sud. Et la combinaison de la sécheresse avec un champignon pathogène qui s'attaque aux batraciens
aura été complètement fatale à ce batracien. Mais sans ce pathogène, ce champignon pathogène, l'espèce serait probablement toujours présente actuellement. Donc là, c'est vraiment une disparition due à cette interaction entre la température qui a favorisé l'attaque du pathogène, du champignon pathogène. Et enfin, pour illustrer cet aspect de désynchronisation au sein des chaînes alimentaires, je vous montre cet exemple qui est vraiment un peu le cas d'école dans ce domaine de la désynchronisation. Et ça concerne des espèces que l'on a en région centre, sur le chêne, où on a une biodiversité qui est vraiment très, très importante, un grand nombre d'espèces qui cohabitent sur les chênes, en forêt, en milieu forestier. Et on a toute une cascade entre le chêne, donc la période à laquelle les feuilles du chêne vont commencer à émerger au début du printemps. Puis l'échelle au-dessus dans la chaîne alimentaire, c'est les insectes, les chenilles qui viennent se nourrir sur les feuilles du chêne. Qui mangent ces chenilles? Eh bien, c'est le niveau au-dessus, c'est les oiseaux insectivores, donc c'est les passereaux de façon générale, les mésanges, etc. Et puis, on a encore un niveau supérieur, c'est les oiseaux de proie, les éperviers notamment, qui viennent attaquer les oiseaux insectivores. Et ce que vous voyez sur ce graphe-là, et on va répéter après ce graphe pour chaque étage de la chaîne alimentaire, vous voyez ici les dates d'apparition du feuillage du chêne au fil des années, pour chaque année plutôt, jusqu'à 2005. Donc les dates d'apparition de ce feuillage au cours de chaque printemps. On voit que globalement, au fil des années, il n'y a pas une évolution majeure, il n'y a pas de tendance en tout cas sur la date d'apparition du feuillage. Évidemment, l'enjeu pour une chenille, pour un insecte qui se nourrit de ce feuillage, c'est de sortir de son hibernation, de sa diapause pour les insectes, au bon moment pour être présent lorsque le feuillage est déjà bien développé. Donc, on s'attend à voir les chenilles sortir un petit peu après l'émergence de ces feuilles. Ce qu'on voit, vous voyez que, je me rappelle plus si c'est 30, ça doit être le 30 mai, donc c'est à partir du 1er mai que se développe cet axe ici. Donc, on voit que lorsque le feuillage apparaît, non, ce n'est pas 30 mai, c'est avril, apparaît à partir du 30 avril, eh bien, vous voyez que les chenilles apparaissent beaucoup plus tard, quasiment un mois plus tard. Vous voyez, on passe de 30 à 60, ça c'était le cas dans les années 80. Et au jour d'aujourd'hui, on voit une tendance à ce que les chenilles sortent de plus en plus tôt. Maintenant, par rapport aux dates de feuillage, les chenilles sortent quasiment 10 jours après les premières émergences de feuilles de chêne. Donc l'écart se réduit vraiment entre les deux. Si on continue dans la chaîne alimentaire, on voit exactement les mêmes types de graphes, mais pour les oiseaux. Alors là, ce n'est pas la date d'émergence des oiseaux, évidemment, mais c'est la date à laquelle les passereaux élèvent leurs petits. Donc la date, le maximum d'éclosion des petits de ces mésanges. On voit de la variation dans la date de sortie des oisillons entre les espèces, pardon. Alors l'enjeu pour ces mésanges, évidemment, c'est que les oisillons sortent de leur coquille au moment où il y a un maximum de nourriture, c'est-à-dire au moment du pic de ces chenilles qui sont sorties juste avant. Alors, on voit que pour certaines espèces, ici par exemple, pour le gomme-mouche noir, on voit qu'il sort au moment où effectivement il y a le pic d'abondance de ces chenilles, mais on voit que pour d'autres, il y a un léger décalage. Et enfin, pour le dernier étage, pour l'épervier qui s'attaque aux passereaux, là, on voit qu'il n'y a pas de tendance forcément significative au fil des années sur l'impact du réchauffement. On voit que ces éperviers sortent, les petits de l'épervier éclosent très tard, bien après l'explosion du feuillage, des chenilles et même de la sortie des oisillons pour les différents passereaux. Et on voit donc qu'un écart va se creuser de façon toujours plus importante entre le prédateur et les proies. On parle de décalage. Qu'est-ce qu'il en est exactement de ce décalage? On voit que pour certains passereaux, il y a un décalage de 0 jour, c'est-à-dire certains passereaux ont leurs oisillons au moment du pic d'émergence des chenilles et qui va se décaler jusqu'à 5 jours.
Pour d'autres, il y a un décalage qui existait auparavant, qui n'existe plus au jour d'aujourd'hui, donc ce qui pose encore d'autres questions par rapport à comment ces passereaux peuvent répondre. Et puis, voilà, pour le gomme-mouche, on avait 10 jours de retard en 85, on en est à 15 jours maintenant en 2004. Donc ça, c'était une étude qui a été faite il y a déjà une bonne dizaine d'années. Et pour l'épervier, pour les oiseaux de proie, on peut avoir des retards auparavant de 10 jours qui sont montés à 20 jours. Donc, ça sous-entend que l'épervier aura peut-être de plus en plus de mal à attraper des oisillons pour aller nourrir ses propres oisillons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la désynchronisation au sein de ces chaînes alimentaires. Alors, comment est-ce que cette biodiversité peut s'adapter à tout ça? Un premier élément, c'est il faut qu'on ait conscience de la possibilité pour les insectes, de façon générale, parce que bon, c'est le modèle que je connais le mieux, donc forcément, je vais parler un peu plus de ça. Mais les insectes ont cette possibilité d'aller chercher des micro-habitats, des microclimats plus favorables pour eux, et notamment pour échapper à une amplitude d'une vague de chaleur qui serait très importante. Et pour ces insectes qui vivent sur les plantes, il y a une possibilité assez importante de trouver des microclimats plus favorables en étant au contact de feuilles qui évapotranspirent un peu plus et donc qui ont une température plus faible, en allant à l'ombre, en allant plus bas dans les arbres proches du sol, par exemple, où là la température peut être un peu plus fraîche au niveau de la surface du tronc, etc., etc. Et ça, cette exploitation des micro-habitats, des microclimats dans l'espace pour ces espèces, c'est vraiment un enjeu assez central pour leur survie et pour leur maintien de façon générale. Et ça, c'est quelque chose d'assez généralisé, hein, ça se voit aussi sur des systèmes comme les reptiles, les serpents, etc. Une autre étude que j'apprécie, qui a été assez critiquée, mais que moi personnellement j'apprécie quand même, en tout cas pour la philosophie qu'elle apporte, c'est à quel point les insectes peuvent s'adapter en changeant de couleur. Alors, ce n'est pas la couleur à proprement parler, mais c'est plus la clarté du corps. Si vous avez un insecte tout noir et à côté un insecte exactement le même, mais tout blanc, lorsque vous les mettez au soleil, évidemment, c'est l'insecte tout noir qui capte le plus d'énergie solaire et qui va monter plus haut en température. Eh bien, c'est ce phénomène-là qui se déroule au fil des générations et c'est ce qui a été mesuré sur ces 30 dernières années. C'est que globalement, les papillons et les libellules ont une teinte plus claire dans la partie sud de l'Europe, justement pour capter moins d'énergie solaire parce que la température devient plus élevée. Et c'est une tendance que l'on voit un petit peu moins sur la partie nord, où là, les insectes sont globalement quand même avec une teinte plus sombre pour justement capter l'énergie solaire et résister au froid dans ces régions. Donc, il y a une réelle capacité d'adaptation de la biodiversité, malgré tout, et il faut garder quand même cet aspect un peu optimiste ou positif, c'est que la nature fait quand même des exploits, et il y a une partie de cette biodiversité qui peut arriver quand même à s'adapter, à s'acclimater et à s'adapter. Ça ne concerne pas la majorité, malheureusement, des espèces. Je suis un peu long que la première partie, mais comment est-ce qu'on peut aider, entre guillemets, cette biodiversité à s'adapter? Il me semble, à mon sens, qu'il y a deux aspects. Il doit y en avoir d'autres, évidemment, mais je voulais mettre l'accent sur à quel point on pouvait agir sur cette biodiversité. On va en parler un petit peu après. Et aussi à quel point il faut qu'on agisse sur cette biodiversité, mais en considérant la potentialité, la possibilité d'avoir ces événements extrêmes toujours plus fréquents, toujours plus intenses. Là, je pense aux vagues de chaleur, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous ces phénomènes qu'on voit, les tempêtes, etc. Et là, je crois que j'arrive au deuxième sondage, justement, avant de pouvoir continuer là-dessus. Donc, on peut envoyer le deuxième sondage. Je vous pose la question un petit peu, qu'est-ce que vous feriez, vous? C'est un peu lié à la question qu'on a eue tout à l'heure à notre échelle individuelle. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre jardin, par exemple, quand on a la chance d'avoir un jardin, pour contribuer à rendre cette biodiversité, notre biodiversité locale, à la rendre plus résistante au changement climatique?
Donc, est-ce que, première réponse, je coule une dalle en béton avec des pavés pour mettre ma voiture dessus parce que de toute façon, le gazon grille tous les étés, donc ça ne sert plus à rien. Est-ce que vous irez planter des arbres en allant acheter le premier prix que vous allez trouver à l'aveugle à Jardiland? Est-ce que vous allez refaire le gazon tous les 2 ans et arroser abondamment? Parce que quand même, avoir un gazon bien vert, c'est un peu la clé pour avoir un beau jardin et de la biodiversité. Est-ce que j'abandonne le gazon traditionnel et on laisse pousser, par exemple, du trèfle ou d'autres espèces de plantes rampantes? Et enfin, est-ce que vous plantez toutes sortes de plantes plutôt locales et dont certaines sont potentiellement connues pour être résistantes au chaud et puis au sec? Ce qui arrive vraiment en tête, c'est la dernière option. Alors, évidemment, il y avait un petit peu un gradient du plus dur au plus pertinent. Effectivement, de planter des plantes locales, de l'ornemental ou pas, dont certaines connues pour être résistantes au chaud au sec, c'est évidemment une voie toute dédiée pour aider à promouvoir la biodiversité à une échelle locale. Abandonner le gazon traditionnel également, effectivement, un beau gazon bien vert devant une belle maison, c'est joli visuellement, mais d'un point de vue biodiversité, ça ne sert à rien. On le sait maintenant. Donc, abandonner cette idée de gazon traditionnel, on commence à voir quand même percoler dans notre société cette idée-là et de remplacer ce gazon par autre chose, notamment tout ce qui est trèfle. Le trèfle, en plus, est une plante qui favorise l'azote, justement, qui vient capter l'azote et donc contribue au cycle de l'azote dans le sol, ce qui est un point important. Mais il n'y a pas que le trèfle, il y a plein d'autres espèces maintenant qui sont connues et qui sont proposées d'ailleurs, il me semble, en jardinerie ou par des spécialistes pour remplacer vraiment le gazon. Et alors, il y a une personne qui a mis « je plante des arbres », je pense qu'elle a dû hésiter. Effectivement, planter des arbres, c'est aussi une très bonne solution. J'ai rajouté « j'achète le premier prix en jardinerie ». L'idée un peu derrière, c'était en fait de dire « je plante des arbres en prenant n'importe quelle espèce ». Ce n'est pas forcément judicieux et il faut vraiment faire attention à quelle essence d'arbre on vient planter. Est-ce qu'on plante des essences locales? Est-ce que c'est de l'ornemental qui ne vient pas de chez nous? Ça peut avoir un effet bénéfique sur la biodiversité, d'avoir de l'ornemental exotique ou pas. Voilà, on peut poser la question. Mais en tout cas, l'ornemental exotique n'est pas forcément ce ne sont pas forcément les espèces les plus résistantes et adaptées au climat que l'on a actuellement chez nous et peut-être pas au climat de demain. Là aussi, on peut tout à fait judicieusement proposer des plantes qui demain seront les plantes les plus résistantes au futur climat que l'on va avoir. Alors, je passe. Alors, on a déjà quelques questions qui nous attendent. On a la première question de Mathieu sur l'allongement de la période d'activité des marmottes peut-être leur être défavorable au final si elles développent des problèmes de santé et de métabolisme dus à leur obésité. Ah oui, tout à fait. L'obésité, ça sonne comme quelque chose d'assez négatif au niveau de la physiologie de l'organisme, c'est clair. Donc oui, tout à fait, à terme, ça peut amener à des effets négatifs sur la santé des marmottes et pourquoi pas avoir un effet négatif sur la reproduction, le nombre de petits, le taux de survie des petits, etc. Pour l'instant, ce n'est pas un phénomène qui a l'air d'être mesuré et qui n'a pas l'air de se dérouler, en tout cas pour le moment. Mais j'imagine qu'il y a des chercheurs qui surveillent ça de près. Et effectivement, oui, on pourrait s'attendre logiquement à avoir des effets négatifs à ce niveau-là. Donc simplement, je termine. C'est ma dernière diapo, je crois, j'arrive au bout. Voilà. Justement, dans cet aspect de nous à notre échelle, comment est-ce qu'on peut aider un peu la biodiversité? Il y a des approches très intuitives, très simples, qui consistent à augmenter le nombre d'espèces végétales. En augmentant les espèces végétales, on augmente potentiellement la capacité du jardin à héberger différents insectes, différents rongeurs. Si on a une mare, évidemment, dans le système, mais bon, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir mettre une mare dans son jardin quand même. On augmente d'autant plus la biodiversité. Mais voilà, l'idée, le point clé, c'est d'augmenter l'hétérogénéité, augmenter le nombre de micro-habitats possibles
pour héberger un plus possible d'espèces. Donc voilà, on peut passer aux questions maintenant, tout à fait. Alors, on a une autre question de Loïc Rodier. Alors que l'on parle de chute du nombre d'insectes en France et dans le monde, les agriculteurs, maraîchers et autres producteurs semblent constater une augmentation du nombre d'insectes nuisibles, insectes déjà présents non liés à des migrations. Est-ce possible ou est-ce une mauvaise interprétation? Alors non, c'est exactement ce qui se passe. Alors, tout simplement, ce qu'il faut faire attention, c'est que l'agriculteur, alors je le sais très bien, puisque mes parents sont eux-mêmes agriculteurs, ou étaient, ils sont à la retraite maintenant, mais ce qui se passe, c'est que l'agriculteur, lui, ne voit que le ravageur, évidemment, puisque c'est lui qui cause des dégâts, c'est lui qui pose des problèmes à son activité pour l'agriculteur. Donc, ce qui se passe, c'est que dans ces systèmes agricoles, qui sont la plupart du temps monospécifiques, c'est-à-dire qu'on a une seule plante qui est plantée sur des très larges étendues spatiales, on va avoir une espèce, un ravageur, et effectivement, ça n'a pas besoin d'être une espèce invasive ou quoi que ce soit, hein, mais on a plein d'espèces de pucerons en France, mais la population de pucerons, elle, va exploser parce qu'il y a sa plante hôte, sa ressource à lui qui est présente à gogo sur des grandes étendues d'espace. Donc la population explose très très vite et là on retombe sur ces problèmes aussi de désynchronisation puisque les prédateurs, les coccinelles par exemple, arrivent en général plus tard lorsque la population de pucerons est déjà bien développée et souvent pour l'agriculteur c'est déjà trop tard lorsque la coccinelle arrive de façon naturelle. L'explosion de la population du puceron ravageur sur le champ de choux, par exemple, on reste toujours en termes de kilos d'insectes, bien en dessous de ce qu'un habitat naturel héberge en quantité d'insectes. Il faut bien garder ça à l'esprit. Et ce n'est pas parce qu'on voit un puceron sous nos yeux qui est très abondant sur un champ monospécifique que l'ensemble de l'écosystème de l'entomofaune se porte bien. Mais donc les deux ne sont pas du tout antagonistes et la question est tout à fait en plein dedans. C'est qu'on peut très bien, on a effectivement ce crash, cette descente de la quantité d'insectes et en même temps, ce qui paraît contre-intuitif au départ, en même temps on a une explosion toujours plus importante des ravageurs sur les milieux agricoles. On a eu cet exemple encore dernièrement, je pense que vous avez vu, sur les betteraves, où là, ils ont réussi à faire pression pour pouvoir réutiliser des insecticides, des pesticides qui étaient interdits jusqu'alors. Donc, ça pose vraiment beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on gère et on aborde ces problèmes-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, on a une question d'Hervé. Sur le territoire de nos communes, quelles actions peuvent être menées pour favoriser les écosystèmes et amoindrir les conséquences du changement climatique, également à titre individuel? Ouais, je reviens un petit peu sur ce que je disais, c'est adapter un petit peu les espaces encore verts et naturels que l'on a autour de nous pour avoir, ou en tout cas les laisser pour pouvoir avoir le plus possible d'espèces végétales locales, indigènes. Et puis, surtout aussi, reboiser nos forêts, c'est une solution qui est peut-être coûteuse, qui prend du temps, mais qui est la solution efficace pour améliorer aussi les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une forêt, donc quand je dis une forêt, c'est un grand groupe d'arbres, hein, c'est encore une fois pas l'arbre isolé, mais une forêt a cette capacité exceptionnelle de pouvoir atténuer des températures extrêmes au niveau du sous-bois. Et ça, on le sait tous, on l'a déjà tous ressenti. Lorsqu'il fait très très chaud durant l'été, qu'on va dans une forêt, on sent tout de suite un peu plus de fraîcheur. Et ça a un effet extrêmement bénéfique sur à la fois les plantes qui se développent dans le sous-bois, mais aussi pour une myriade d'insectes qui sont associés à l'ensemble de ces plantes. Donc avoir une forêt, ce n'est pas seulement atténuer la température en soi, c'est aussi sauvegarder une grande partie de la biodiversité à une échelle locale. Même si, évidemment, toute la biodiversité ne se déroule pas que dans les forêts. Donc,
Sylvain, nous avons une question de Véronique Poupard. Et si on installait tous des hôtels à insectes, des nichoirs et mangeoires dans nos jardins? Point d'interrogation. Ouais, alors l'intérêt premier que je vois, il y a beaucoup d'intérêt à avoir les hôtels à insectes, hein. Nous, on en a 3 dans le jardin, ça marche bien. Il y a l'intérêt principal majeur que je dirais, juste là, moi, en tant qu'individu, de ce que j'ai vu sur mes 3 hôtels dans un seul jardin, hein, donc c'est vraiment à mon échelle. L'intérêt que je vois, moi, c'est par rapport aux pollinisateurs. Il y a énormément d'hyménoptères, donc tout ce qui est des abeilles, abeilles solitaires, donc qui ne font pas des ruches, qui ne se mettent pas en groupe, des abeilles solitaires, qui utilisent ces hôtels à insectes. C'est toutes ces petites abeilles assez sombres en général, de couleur assez sombre, qui viennent avec les pattes chargées de boue pour aller dans les trous des tiges de bambou que l'on a. Et ces abeilles solitaires font partie des pollinisateurs dits naturels, puisque l'abeille, au sens propre du terme, l'abeille domestique, n'est pas considéré comme un pollinisateur naturel, entre guillemets, vu qu'il est exploité par l'homme. Mais toute cette faune de pollinisateurs sauvages est très importante pour polliniser les plantes, pour polliniser aussi les plantes dans les champs agricoles, hein. Ça, les hôtels à insectes, je pense, ça j'en suis persuadé, ont un effet très positif justement pour accueillir et permettre à ces abeilles solitaires de continuer à se développer. Pour poursuivre, donc une question de Christophe, une plantation d'arbustes adaptée dans les jardins est-elle de nature à favoriser la création de microclimats pour les insectes? Oui, complètement, oui, parce que je parlais de la capacité des forêts à gommer des amplitudes de température assez extrêmes. On a ce même effet, mais à une échelle quand même un peu moindre, mais on a ce même effet sur des plantes arbustives qui vont apporter un ombrage sur le sol. Alors, il faut quand même une couverture arbustive assez étendue, hein, sur plusieurs mètres carrés quand même. Ce n'est pas là encore un arbuste individuel seul sur un terrain qui permet de faire une grande différence, mais en faisant un ombrage sur le sol, ça permet aussi de conserver une certaine humidité au niveau du sol et de permettre aux insectes, durant les vagues de chaleur notamment, qui engendrent aussi un dessèchement important sur les insectes, de leur permettre aussi de rester au frais, de rester proche d'une source d'humidité et de pouvoir survivre à des vagues de chaleur. Donc ça, oui, tout à fait, ouais. Après, faut-il encore que l'arbuste lui-même passe ces périodes assez importantes de vagues de chaleur. Une question de Loïc Rodier. On parle beaucoup de nourriture, quid de l'eau? Nous ne devrions pas creuser des mares pour abreuver insectes, passereaux et autres animaux? Point d'interrogation. Moi, je suis complètement favorable, hein. Là, c'est mon avis personnel. Je suis complètement favorable à ça, évidemment. D'autant plus quand on sait, depuis cette dernière étude qui est sortie cette année, que toute la biodiversité aquatique a l'air de subir un peu mieux que la biodiversité terrestre les nombreux changements qu'on leur impose. Et effectivement, l'eau joue aussi un petit peu un rôle de tampon au niveau des fluctuations et des variations de température. Donc, on peut très bien imaginer qu'une biodiversité aquatique subisse un peu mieux ces changements-là. D'autant plus quand on sait que biodiversité aquatique et terrestre sont liées, hein. Ce n'est pas 2 entités complètement indépendantes l'une de l'autre. Les libellules, les larves se développent dans l'eau et l'adulte vient attaquer des insectes sur l'écosystème terrestre, dont les pucerons qui peuvent voler aussi. Donc, on a des effets, des interactions entre les 2 écosystèmes qui peuvent jouer aussi un grand rôle dans ce maintien de façon générale d'une biodiversité assez riche. Et puis, on a beau dire, mais enfin, une mare, un étang, c'est joli, quoi. Si c'est bien fait, si c'est bien régulé, si tout est fait dans l'ordre des choses, c'est aussi agréable visuellement pour nous. Donc, on a tout intérêt à faire ce genre de choses. Mais encore une fois, oui, tout le monde ne peut pas forcément se permettre de mettre ça en place dans son jardin. Ensuite, Cécilia nous demande si pour l'agriculture, il faudrait des petites parcelles de cultures différentes. Alors, l'agencement spatial, de façon générale,
de la biodiversité, mais surtout l'agencement spatial de la strate végétale, joue un rôle important, effectivement, dans les milieux naturels, sur le maintien, sur la richesse de la biodiversité. Et ça, il y a des équipes de recherche, et en tête de ces équipes, on retrouve des Français, justement, Cocorico pour une fois, qui justement s'attachent à voir quel est le design, le design architectural optimal pour les systèmes de culture. Et effectivement, avoir un système éclaté, c'est-à-dire très hétérogène avec plein de petits carrés différents de types de culture, c'est le système qui rend un système qui maximise la biodiversité. Le contre-coup de ça, c'est que pour l'agriculteur, c'est aussi plus difficile à gérer, évidemment, quoi. Donc, en termes de récolte, en termes s'il doit passer des machines, il y a peut-être des carrés de certaines cultures qui ne vont pas nécessiter les mêmes types de machines que le carré voisin. Donc, il y a une réflexion aussi à avoir là-dessus. Un autre, je fais le lien avec ça, une autre stratégie, c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie, qui consiste à planter des grands arbres dans les cultures, ou plutôt à planter des cultures au pied des grands arbres. L'avantage, il est que l'arbre peut apporter un ombrage et une fraîcheur bénéfique à la culture sous-jacente, mais aussi il y a tout un bénéfice apporté par l'arbre au niveau des racines, donc dans le sol, en venant enrichir le sol, en favorisant une biodiversité en termes de champignons symbiotiques, en termes de bactéries dans le sol, qui sont très importants dans la régulation de l'azote, du phosphore, de tout plein de nutriments qui sont importants pour les cultures, et dont pourraient bénéficier les cultures plantées au pied de ces arbres. Et ça, l'agroforesterie, ça se met en place en région centre notamment. Il y a des grandes réflexions qui sont amorcées, et il y a déjà des parcelles un peu pilotes qui sont enclenchées. Ensuite, on a une question de Marie-Yvonne qui constate que l'hôtel à insectes du jardin partagé n'est pas fréquenté depuis son installation. Quelle pourrait en être la cause? Ouais, tout dépend peut-être de où est-ce qu'il est installé exactement. Après, je sais que le bois, et suivant si le bois a été traité le bois utilisé dans la construction de l'hôtel, s'il a été traité ou des choses comme ça, mais c'est peut-être aussi sa localisation. Est-ce qu'il y a trop de zones d'aménagement urbain autour de la zone où est implanté l'hôtel? Est-ce que c'est les matériaux utilisés qui sont peut-être traités avec des produits qui sont un peu répulsifs ou ouais, je ne sais pas trop qu'est-ce qui peut se passer à ce niveau-là. Ensuite, Cécilia nous demande si dans les forêts, il faut un entretien ou sinon il faut laisser la nature faire. Bah, évidemment, quelqu'un de l'ONF vous dirait « Ah non, 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 il faut faire quelque chose ». Après, l'écologiste que je suis, écologiste au sens scientifique du terme, j'ai plutôt tendance à dire « Non, 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 il faut quand même laisser une certaine liberté à cette biodiversité pour s'exprimer aussi ». La difficulté, c'est que nos forêts sont déjà quand même très fortement anthropisées, oui, voilà, on me souffle derrière, sont très fortement déjà perturbées par l'activité humaine et l'activité de sylviculture. Des forêts natives, originelles, en France, on en a des domaines forestiers comme ça, on en a de moins en moins, évidemment. Donc, à partir du moment où on a déjà perturbé un massif forestier, c'est un peu délicat. Et la question se pose réellement, et d'un point de vue déjà philosophique d'entrée de jeu, est-ce qu'il faut vraiment lâcher le domaine forestier et le laisser prendre sa dynamique seul, ou est-ce qu'il faut continuer à travailler sur la partie sous-bois pour éviter que, par exemple, que les ronces n'envahissent absolument tout le sous-bois, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, etc. Donc là, ouais, c'est une vraie question. Et j'ai l'impression que ça se traite un peu, dans l'immédiat en tout cas, se traite un peu au cas par cas. Mais là, les enjeux économiques aussi des différents domaines forestiers qui sont comment on dit, pas commercialisés, mais qui sont utilisés dans un but de commercialisation, et il y en a beaucoup, évidemment. Là, il y a un enjeu assez important à ce niveau-là, quoi. Mais de façon générale, ce qu'on voit, et
voit même, nous, au niveau de notre laboratoire dans le parc Grandmont. Le parc Grandmont qui bénéficie maintenant, grâce à un collègue, Sébastien Moreau, qu'on a au laboratoire, le parc Grandmont qui bénéficie d'un plan de gestion assez particulier où justement tout ce qui est bois mort coupé reste par terre pour être décomposé et profiter justement à toutes les espèces d'insectes, de champignons qui décomposent le bois mort. Et ça contribue aussi à améliorer la biodiversité, ça améliore la qualité du sol, ça améliore de façon générale le rendement de la forêt en plus. Donc voilà, donc il y a des réflexions comme ça qui sont à enclencher au cas par cas. Et d'ailleurs, Madame Tréhin nous dit que dans le bois communal de Reny, après une coupe d'entretien préconisée par l'ONF, tous les branchages fins ont été laissés au sol pour favoriser la biodiversité. Ben voilà, exemple parfait. Pour poursuivre, Sylvain, une question de Lilian Citerneski. On observe de plus en plus des lampes qui envahissent jusque dans la forêt alluviale. Cette espèce invasive transforme l'écosystème. Et quel est votre avis concernant son impact sur la biodiversité? Ouais, bah effectivement, l'effet direct, c'est que on a des eaux de plus en plus hypoxiques. On a la lumière qui pénètre moins dans les eaux, on a moins d'activité photosynthétique, donc tout de suite, ça étouffe, en d'autres termes. Hypoxique, ça veut dire qu'il y a moins d'oxygène dans cet habitat aquatique. Donc ça, il y a un effet là qui est assez catastrophique pour toute la biodiversité locale à ce niveau-là dans cet habitat. Donc ça peut être, en plus, ça peut être assez rapide, quoi. Je ne sais pas quels sont en dehors de ramasser et de jeter au fur et à mesure, je ne sais pas s'il y a des réflexions sur des plans de gestion de ces espèces invasives en particulier. Ça, je ne sais pas. Une question de Mathieu. On revient sur donc, les hôtels à insectes. Un hôtel à insectes est-il vraiment l'idéal pour offrir un refuge aux insectes communs? Une cohabitation de certains insectes dans ce même hôtel à insectes est-il réellement possible? Alors, c'est sûr que ça pose beaucoup de questions parce que un insecte prédateur qui déboule dans cet hôtel à insectes, pour peu que ce soit un insecte prédateur assez généraliste, je ne sais pas, une montre religieuse, bêtement, qui repère qu'il y a pas mal d'événements au niveau de cet hôtel à insectes et puis décide de se poser sur cet hôtel et puis d'aller capturer tout ce qui passe, là, ça peut effectivement faire pas mal de dégâts. Il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on met cet hôtel à insectes? Au départ, on met ces hôtels à insectes, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'habitat naturel qui permet à certaines espèces, et je repense à ces abeilles solitaires, il n'y a plus l'habitat naturel qui leur correspond pour venir s'installer dans ces zones-là. Les abeilles solitaires, ça fait des trous dans des petites parois sablonneuses au niveau de la terre. Ça peut être sur des milieux plutôt en falaise ou des choses comme ça. Donc, c'est plus des milieux qu'on retrouve facilement non plus dans les jardins qui sont maintenus, qui sont gérés. Donc, j'ai envie de dire, la question au départ, c'est pourquoi est-ce qu'on met l'hôtel à insectes? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus forcément énormément de possibilités pour ces insectes de se développer de façon naturelle dans ces zones-là. Mais après, voilà, encore une fois, oui, la question se pose. Si un prédateur repère l'hôtel à insectes et repère qu'il veut bien l'occuper, voilà, ça ouvre la voie aussi à une élimination de pas mal d'individus dans ces hôtels. De même, ça peut être des prédateurs, ça peut être aussi des parasites. Et je pense que globalement, l'effet bénéfique sur pas de loin les effets négatifs potentiels, quoi. Au pire, l'exemple de tout à l'heure, dans le pire des cas, l'hôtel n'est pas utilisé, quoi. Donc, on a un commentaire et une question. Le commentaire de Véronique Poupard. Alors, et replanter des haies autour des parcelles agricoles et le long des routes, 3 points. Et ensuite, une question de Marie. Quelle densité d'arbres faudrait-il idéalement dans son jardin, par 100 mètres carrés par exemple, pour maximiser la biodiversité? Alors, pour la deuxième question, là, franchement, je ne saurais pas répondre du tout. La quantité d'arbres qu'il faudrait sur 100 mètres carrés pour commencer à s'enclencher cet effet bénéfique, je ne sais pas du tout. Là, honnêtement, je dirais une bêtise, donc je vais me taire.
je ne sais pas si il y a une valeur seuil ou une valeur magique, entre guillemets, qui est connue au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas du tout. Pour la première question, les haies, évidemment, et les bandes enherbées, les plantes, les bandes fleuries, jouent un rôle important, c'est de plus en plus identifié, connu, jouent un rôle assez important dans le maintien de la biodiversité à une échelle locale, autour des cultures, par exemple. L'idée étant, pour les bandes fleuries, par exemple, étant aussi de promouvoir les prédateurs naturels pour les ravageurs de culture, pour lutter contre les ravageurs de culture. Et alors, il y a des cas où ça ne marche pas, hein, mais il y a des cas aussi où ça marche très, très bien. Et on commence à connaître, à identifier de plus en plus les mécanismes qui sont en jeu, dans le sens où la fleur apporte du nectar sucré qui peut permettre aux prédateurs de se maintenir le temps que le ravageur se développe suffisamment pour que le prédateur s'enclenche dans la partie culturelle. Voilà, ce genre de phénomène. Donc oui, c'est tout à fait important. Et les haies sont tout aussi importantes, mais pas forcément pour la partie insecte, mais peut-être plus pour la partie reptiles, amphibiens. Il y a des grosses questions en jeu à ce niveau-là dans le maintien de la biodiversité des vertébrés en France grâce à ces haies dans les milieux pâturés et dans les milieux agricoles. Ensuite, on a une question de Loïc Rodier, c'est plutôt une réflexion. On peut pousser la réflexion des prédateurs au nombre de chats dans nos habitations. Aïe, aïe, aïe. Ouais, alors moi, personnellement, j'ai vu un reportage sur Arte il y a peut-être 2-3 ans maintenant quand même déjà, qui listait un peu les principales raisons du déclin des passereaux à l'échelle mondiale. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, hein, mais le chat domestique était le numéro 1 ou le numéro 2 dans le classement. Donc, les chats font des dégâts absolument énormes et monstrueux. Alors, honteusement, je peux le dire, on en a un à la maison qui effectivement nous ramène régulièrement des bestiaux, type souris et oiseaux, petits passereaux. Et ça, donc, je le vois bien, moi, au niveau ce qu'un chat peut faire. Donc, j'imagine les populations de chats domestiques qui, en plus, sont... la population de chats domestiques dans le monde, elle est énorme. Hein. Je n'ai pas du tout le chiffre en tête du nombre d'individus qu'il y a sur Terre, mais c'est monstrueux. Donc, si je multiplie ce que me ramène mon chat par l'ensemble de cette population, ouais, là, c'est juste catastrophique, quoi. Et donc, apparemment, le reportage était de nouveau sur Arte il y a quelques semaines. Alors, on a une autre question. Y a-t-il des haies nuisibles pour la biodiversité et l'arbuste arbre à papillons en est-il un? Bah, on l'entend, je ne sais pas honnêtement, mais cet arbre à papillons, il est vendu en tout cas comme étant attractif pour les papillons, de son nom, et pas que les papillons, mais aussi d'autres insectes comme des abeilles solitaires justement et des hyménoptères. Donc, je pense que la fleur de cet arbuste doit être quand même assez gavée en nectar sucré pour attirer à ce point les papillons. Donc, a priori, un effet quand même assez bénéfique. Donc, au-delà de ça, j'ai aucune idée s'il y a un effet négatif par ailleurs par rapport à ça. De mémoire comme ça, j'ai jamais vu de chenille se développer et grignoter le feuillage de l'arbre à papillons. Donc, je ne sais pas si c'est une plante qui peut être toxique pour les insectes herbivores que l'on a chez nous au démarrage. Je ne sais pas. Pour le début de la question, je ne sais pas, encore une fois, s'il y a en particulier des haies, des plantes pour les haies qui sont connues pour être plutôt toxiques et néfastes. Mais clairement, je soupçonne que oui, il doit y avoir des plantes qui sont beaucoup moins accueillantes pour la biodiversité de façon générale que d'autres. Donc en général, je pense, pour celles et ceux qui veulent mettre une haie en bout de terrain ou chez eux, de façon générale, à bien réfléchir et se renseigner sur les espèces qui seront plantées. Pas seulement pour l'aspect visuel, hein, puisque quand même, il faut que ce soit assez joli aussi, quoi, mais c'est un peu le but aussi au départ, mais se renseigner sur l'aspect, la toxicité pour la biodiversité locale et ce genre de choses. Ouais. C'est
des points vraiment à considérer en amont. Et par rapport à ça, Hervé nous dit, observe-t-on des cas encourageants d'espèces qui déclinaient et qui finalement reprennent du poil de la bête? Il y en a, oui, il y en a. Il y en a beaucoup même. Enfin, beaucoup. Je ne saurais pas dire combien il y en a hein, à travers le monde. Mais oui, on voit beaucoup d'espèces quand même qui remontent la pente. Parfois de façon très, très rapide et semblant quasiment de façon spontanée, quoi. On a vu ça ces dernières années pour des espèces de libellules, par exemple. C'est des espèces qu'on suit, nous, au laboratoire, donc c'est pour ça que je parle de ça. Mais des espèces de libellules qui étaient vraiment sur le déclin, avec très peu de population, très peu d'individus dans chaque population. Et en l'espace de 3-4 années, d'un seul coup, on voit les populations augmenter, on voit des nouvelles populations apparaître. Alors des fois, c'est un peu délicat parce que c'est des espèces aussi qu'on va rechercher proactivement. Donc forcément, plus on cherche quelque chose, plus on a la chance de le trouver. Donc est-ce que ces populations existaient avant et puis qu'elles étaient un peu ignorées de tous ou pas découvertes? C'est pas encore très, très clair, mais quand même globalement, on voit, oui, qu'il y a pas mal d'espèces qui arrivent à remonter la pente. Encore une fois, comme par hasard, c'est des espèces principalement liées au milieu aquatique. C'est assez surprenant, hein, ce milieu aquatique, ce qui lui arrive en ce moment. Quand je dis milieu aquatique, c'est plus les mares et les étangs, les eaux stagnantes, plutôt que rivières. Mais voilà, peut-être qu'il faut y voir ouais, un effet positif là, des activités humaines un peu moins chargées chimiquement, on va dire, ça comme ça. Même si ce n'est pas encore totalement glorieux, hein, évidemment. Il y a le cas aussi j'ai un exemple là, qui vient en tête, pardon, je continue du coup, mais un exemple qui me vient en tête d'espèces de papillons en Angleterre, au point même qu'il y a 2 espèces de papillons qui étaient considérées comme disparues de l'Angleterre et puis qui sont revenus. C'est des espèces qu'on a en France. Donc, les espèces sont revenues en Angleterre depuis la France. Et les premières années du retour de ces espèces étaient considérées quasiment comme des espèces invasives en Angleterre, alors que c'est des espèces tout à fait natives au départ, il y a quelques décennies de ce pays, quoi. Donc, on arrive dans ces extrêmes-là pour vous dire à quel point c'est des espèces qui étaient en total recul et puis d'un seul coup reviennent, et on ne sait pas pourquoi, hein, d'ailleurs, du reste, un changement dans les plantes hôtes de ces espèces peut-être, et puis au point que les premières années, tout le monde est surpris et crie presque à l'invasion biologique. On va prendre, Sylvain, une dernière question avant de conclure et de demander aussi, pour un dernier sondage, la contribution de nos participants. Donc, cette dernière question, c'est la question donc, de Véronique Poupard. Quelle variété d'arbustes faut-il planter pour de belles haies? Je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire, honnêtement. Alors, je pourrais le dire, mais en ressortant mon petit catalogue que j'ai là sous mon bureau, avec les listes de plantes que moi, personnellement, je verrais justement installer dans mon jardin. Mais là, comme ça, non, je ne saurais pas dire, honnêtement. Il y a pas mal de livres hein, sur ce sujet qui existent hein, maintenant, de guides. Ça peut être une bonne solution. Merci à tous.